Quand je suis rentré 2 jours plus tôt de mon voyage d'affaires, mes toilettes, ma salle de bain et ma cuisine étaient en travaux. Ma sœur a dit, on rénove avant d'emménager. Son mari et sa belle famille ont ri. J'ai juste dit ok. Le lendemain, elle m'a appelé, il y a 5 voitures de police devant la maison. Il y a 5 voitures de gendarmerie garées devant la maison. Mais que se passe-t-il donc? Un matin, alors que je me réveillais dans un hôtel lors d'un voyage d'affaires en Europe, un SMS affolé de ma sœur cadette a illuminé mon téléphone. La série de points d'exclamation qui dansaient sur l'écran traduisait vivement sa panique. Et il n'était pas étonnant que ces voitures de gendarmerie soient là, car c'est moi qui les avais appelées, animées d'une colère froide et tranchante comme du verre. L'histoire commence environ une semaine avant l'arrivée de ce message. Je m'appelle Camille, j'ai 35 ans. Je travaille dans un cabinet de conseil international, passant la moitié de chaque mois à voyager entre les sites de clients à l'étranger. Je jongle avec plusieurs projets d'envergure qui pourraient déterminer l'avenir de sociétés entières, travaillant parfois sans relâche sur l'analyse et la stratégie. C'est une carrière que j'ai bâtie en sacrifiant mon sommeil et ma vie personnelle. Aussi difficile que soit le travail, il m'apporte un revenu conséquent et la satisfaction de ressentir de première main le dynamisme de l'économie mondiale. La maison en banlieue parisienne que j'ai achetée il y a quelques années était le couronnement de mes efforts et mon unique sanctuaire. De hauts plafonds, de larges fenêtres ensoleillées et des intérieurs unifiés par des matériaux minimalistes mais chaleureux. Chaque détail était une pièce de la forteresse que j'avais construite de mes propres forces, intouchable par quiconque. Pour quelqu'un comme moi, constamment à la dérive dans des hôtels stériles à travers le monde, cette maison remplie de la chaleur du bois et de l'art que j'aimais était le seul endroit qui me permettait de redevenir simplement Camille. J'ai une sœur, de 3 ans ma cadette. Depuis l'enfance, nous étions le jour et la nuit. Elle était expressive, disant sans hésiter ce qu'elle voulait, tandis que je refoulais mes émotions et me retenais toujours. Son impulsivité perturbait mes plans et ma logique se heurtait à sa sensibilité. Ce n'était pas seulement une différence de personnalité. C'était une dissonance fondamentale. Lorsqu'elle a épousé tôt son petit ami de longue date, son mari et ses beaux-parents sont entrés en scène, et notre relation est devenue encore plus distante. Les dîners de famille à Noël ou pour les grandes occasions, où nous étions obligés de nous voir, étaient toujours empreints de la tension de marcher sur des œufs. Nous échangions des banalités inoffensives et prenions grand soin de ne pas empiéter sur le territoire de l'autre. C'était la meilleure solution pour nous, du moins jusqu'à ce jour-là. Ce jour-là, je venais de terminer un projet de restructuration financière d'une semaine dans le secteur bancaire européen et je suis rentré chez moi 2 jours plus tôt que prévu. Après des nuits de négociations, le soulagement d'avoir enfin obtenu l'approbation finale du client était immense. Je ne pouvais pas attendre un instant de plus. Je devais retourner dans mon sanctuaire tranquille. Le vol s'est déroulé sans encombre, et en début d'après-midi, je me tenais de nouveau devant ma maison familière. La petite allée bordée de fleurs de saison, la porte d'entrée chic. Je m'imaginais m'enfoncer profondément dans mon canapé préféré, rattrapant les séries que j'avais manquées. Portant ce petit, mais pour moi maintenant, suprême bonheur dans ma poitrine, j'ai glissé la clé dans la serrure. Mais au moment où j'ai ouvert la porte, tous mes plans se sont brisés en 1000 morceaux. Quelqu'un était dans ma maison. Plus d'une personne. L'air était différent. Une odeur étrange, mi-odeur de vie quotidienne inconnue, mi-poussière de construction, m'a frappé le nez. De l'entrebâillement de la porte du salon provenaient des voix rudes d'hommes inconnus. Le sifflement aigu des perceuses coupant les murs et le bruit sourd des marteaux. Des cambrioleurs? Non, quelque chose ne collait pas. Des bottes de chantier et des baskets inconnues étaient éparpillées négligemment sur le carrelage poli de l'entrée. Parmi elles, j'ai repéré les baskets de créateurs fluo tapa accent grave-l'œil que ma sœur avait exhibées sur les réseaux sociaux. Mon cœur a cogné avec un funeste pressentiment glacial. Silencieusement, je me suis glissé dans le couloir, mes talons étouffés, et j'ai posé doucement la main sur la poignée de la porte du salon. Puis, prenant mon courage à 2 mains, je l'ai ouverte d'un coup sec. « Qu'est-ce que vous faites ici, exactement ?» Ma voix est sortie plus basse et plus calme que je ne l'aurais cru. Ce qui s'étalait devant moi était ma maison, et pourtant ce n'était plus ma maison. Au fond du salon se trouvait la cuisine ouverte que j'avais choisie avec soin après avoir visité des salons en Italie. Le magnifique mur carrelé était arraché, des tuyaux pendant comme des entrailles exposées. La salle de bain principale et les toilettes étaient dans le même état. Plusieurs ouvriers balançaient des marteaux comme s'il s'agissait d'un site de démolition, s'attaquant à la plomberie.
Des éclats de béton et des lambeaux de papier peint jonchaient le sol. Des outils étaient éparpillés sur mon comptoir de cuisine sur mesure, tachés d'huile et de poussière. Et au centre de ce chaos, les bras croisés et trônant comme une reine, se tenait ma sœur. À côté d'elle, son mari, souriant benoîtement, mais sans aucune trace d'initiative. Un peu plus loin, ses beaux-parents étaient vautrés dans mon canapé bien-aimé, sirotant du thé comme s'ils étaient chez eux. Mon retour soudain a figé tout le monde sur place. La perceuse s'est arrêtée. Le silence est tombé comme si le temps lui-même s'était arrêté. Mais la première à le rompre fut la voix de ma sœur. Vive, enjouée, totalement dénuée de culpabilité. Oh, Camille, tu es rentrée si tôt. Surprise. Regarde, c'est incroyable, non? Pendant que tu étais partie, on s'est dit qu'on allait refaire toutes les salles de bain et la cuisine pour toi. Comme nous allons emménager ici, les anciennes installations n'auraient pas été pratiques, tu ne crois pas? Tu as bon goût, mais pour une vie de famille, les choses doivent être un peu plus fonctionnelles, n'est-ce pas? Je n'ai pas tout de suite compris ces paroles. Emménager. Rénovation. Je reconnaissais chaque mot individuellement, mais mis bout à bout, ils me glissaient dessus comme s'ils étaient dans une langue étrangère. Était-ce le décalage horaire du long vol? Pendant quelques secondes, j'ai juste regardé fixement la réalité qui se déroulait devant moi. Des tuyaux apparents, des gravats éparpillés sur le sol, et pire que tout, mes propres parents détruisant ma propriété tout en se comportant comme s'ils en étaient les propriétaires. La colère a commencé à monter du plus profond de moi, comme le magma du noyau terrestre. Et étrangement, je la sentais avec une clarté glaciale. Camille, ne reste pas plantée là. Viens t'asseoir. Tu dois être fatiguée de ton voyage, lança une voix depuis le canapé. C'était le beau-père de ma sœur qui parlait avec l'autorité calme de quelqu'un qui se croyait le maître de cette maison. Cette seule phrase a dissipé ma confusion en un instant. Une pensée m'a frappé. J'avais déverrouillé la porte d'entrée moi-même. Il n'y avait ni rayure, ni signe d'effraction. Alors, comment ces gens étaient-ils entrés? Je n'avais jamais donné de double de clé à personne. Avant ça, laissez-moi vous demander quelque chose. J'ai ignoré l'invitation du beau-père et fixé mon regard sur ma sœur, qui se tenait au centre de la pièce. Comment êtes-vous entré dans cette maison? Je n'ai jamais donné de double à personne, et la porte n'était pas endommagée. Pendant un instant, elle a hésité. Puis, avec un sourire suffisant, elle a déclaré comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Oh, la clé. À Noël, quand nous sommes venus, j'ai emprunté ton porte-clés une minute et j'ai fait un double. Comme tu es toujours en long voyage d'affaires et qu'on ne sait jamais quand tu rentreras, bien sûr, la famille doit avoir un double de clés. Avais-je vraiment besoin de demander la permission? Bien sûr. Les mots ont résonné comme une sonnette d'alarme dans mon esprit. Cela avait été planifié. Ce n'était pas un acte impulsif. C'était une invasion délibérée et soigneusement préparée de mon sanctuaire, programmée pour mon absence. Cette prise de conscience a transformé ma colère en une résolution glaciale. Je me suis d'abord tourné vers les ouvriers, qui me regardaient avec malaise. Ils n'étaient pas en faute. Ils étaient probablement aussi des victimes. Excusez-moi, mais qui exactement vous a engagé pour ce travail? Ma voix était égale, dépouillée d'émotion, le ton des affaires. L'homme au casque, apparemment le chef de chantier, s'est déplacé inconfortablement et a désigné ma sœur. C'est cette dame. Elle a expliqué que la propriétaire, sa sœur, était absente pour de longs voyages d'affaires, alors elle commandait la rénovation en son nom. J'ai hoché lentement la tête, puis j'ai parlé avec une finalité tranchante. Je vois. Merci. Mais la propriétaire de cette maison, c'est moi, Camille. Je n'ai jamais autorisé de rénovation. Quel que soit le contrat que vous avez reçu, en tant que propriétaire légal, je vous ordonne de cesser immédiatement tous les travaux et de quitter cette propriété. Considérez ceci comme un ordre formel. Vous recevrez le salaire de votre journée et une compensation pour le désagrément plus tard. Mon ton autoritaire ne laissait aucune place à la discussion. Les ouvriers ont échangé des regards, puis ont éteint timidement leurs outils électriques. Et, qu'est-ce que tu racontes, Camille? Je leur ai dit que c'était bon, donc c'est bon, a crié ma sœur. Je n'ai plus pris la peine de répondre à ces jérémiades. Mon regard s'est déplacé froidement vers les 4 d'entre eux. Les intrus. Et quant à vous, ce n'est pas votre maison. C'est la mienne.
Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi détruisez-vous ma maison sans ma permission? Que quelqu'un m'explique avec des mots que je peux réellement comprendre. Pourquoi t'emportes-tu comme ça? On est une famille. Sois un peu coulante. C'est encore le beau-père qui a pris la parole. Famille. Il a prononcé ce mot comme si c'était son droit, bien qu'il n'ait aucun lien de sang avec moi, bien qu'il ne m'ait rencontré qu'une poignée de fois. Si ces mots venaient de mon vrai père, peut-être aurais-je écouté un instant. J'aurais peut-être ressenti de la tristesse ou de la déception, mais pas ce rejet viscéral instantané. Mais cet homme était un parfait étranger. Le simple fait qu'il soit le beau-père de ma sœur ne lui donnait pas le droit de piétiner mon sanctuaire et de brandir le mot famille comme une arme. L'absurdité, l'arrogance pure ont poussé ma colère au-delà de son point d'ébullition. J'ai fixé mes yeux sur lui et d'une voix calme mais acérée comme une lame de rasoir, j'ai dit clairement, « Famille, s'il vous plaît, ne plaisantons pas. Avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes rien d'autre qu'un étranger pour moi. Et pourtant, vous êtes dans ma maison en train de me faire la morale. Je trouve cela incompréhensible. » À mes mots, le visage du beau-père est devenu d'un rouge colérique profond. Il semblait totalement incrédule face à ma réaction et d'une voix tremblante, il a continué. La famille de mon fils a des difficultés financières. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient même plus payer le loyer de leur appartement. Tu es toujours parti en voyage d'affaires et cette maison est si grande. Tant de pièces vides, alors j'ai arrangé les choses pour qu'ils emménagent. La plomberie était vieille, alors nous avons même commencé les rénovations par gentillesse. N'est-ce pas ce que fait la famille, s'entraider? Tu devrais être reconnaissante, pas en colère. Reconnaissante. Au moment où ce mot a frappé mes oreilles, le dernier fil de retenue en moi s'est rompu. Reconnaissante? Vous avez fait un double de clé, êtes entré dans ma maison sans permission et avez commencé à détruire ma propriété. Et vous vous attendez à ce que je sois reconnaissante? Votre sens de la normalité est complètement différent du mien. Ce n'est pas de la gentillesse ou de l'aide. C'est une violation de domicile pure et simple et une dégradation de biens malveillante. Sortez d'ici dans la minute où j'appelle la gendarmerie. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main et leur ai montré le numéro d'urgence. Le 17 sur l'écran. Cette action concrète a changé leur visage instantanément. L'arrogance qui était là quelques instants auparavant a disparu. Les beaux-parents ont commencé à cracher des insultes. Ingrate. Je n'aurais jamais cru qu'elle serait si froide. Le mari de ma sœur restait là, agité et paniqué. Et ma sœur me fixait avec des yeux pleins d'un désespoir total et d'une haine ardente. Après les avoir regardés partir en marmonnant, je me suis retourné vers les ouvriers et j'ai officiellement mis fin à leur contrat. Le chef de chantier, voyant la situation, était mortifié. Je lui ai remis assez d'argent liquide sur le champ pour couvrir le salaire de la journée et le dédommagement, j'ai promis de transférer la pénalité formelle à leur entreprise plus tard, et je les ai fait partir poliment. Je voulais que ces étrangers sortent de mon sanctuaire le plus vite possible. Une fois seul, la maison est retournée à un silence de mort, mais ce n'était plus le sanctuaire que je connaissais. Les murs arrachés, les gravats éparpillés et l'atmosphère désagréable laissée par les intrus le montraient clairement. Le jour même, j'ai appelé un serrurier. J'allais remplacer toutes les serrures de la maison par les dernières serrures numériques qui ne peuvent être ni crochetées ni dupliquées. Ensuite, j'ai contacté la plus grande société de sécurité du pays. J'ai souscrit sans hésiter à toutes les défenses imaginables. Des caméras de surveillance équipées d'une IA couvrant tout le périmètre, des capteurs d'intrusion haute performance sur chaque fenêtre et porte, et un système d'alarme surveillé 24 juillet directement relié à la gendarmerie. J'ai également engagé un autre entrepreneur de confiance pour réparer la plomberie détruite. La lourde dépense imprévue était douloureuse, mais si cela signifiait protéger mon château et ma tranquillité d'esprit, cela me semblait un investissement qui en valait la peine. Cette nuit-là, je me suis assise sur le sol du salon jonché de gravats, serrant mes genoux. Depuis l'enfance, ma sœur avait toujours voulu ce que j'avais. Ma poupée chérie, ma robe préférée, mon premier véritable ami. Et mes parents disaient toujours les mêmes choses. Tu es la grande sœur. Prête-lui. Tu es la grande sœur. Prends sur toi. Chaque fois, j'avalais l'inconfort et l'impuissance de voir quelqu'un piétiner mon territoire et je gardais le silence. Je réalisais maintenant que cet incident était une extension de ce schéma. Mes parents, décédés tous les deux à quelques années d'intervalle, avaient toujours pris le parti de ma sœur de leur vivant. Mon père était faible face à ses larmes.
La phrase par défaut de ma mère était « Si tu cèdes, tout s'arrangera ». Avec leur disparition, l'équilibre faussé qui avait maintenu notre dynamique fraternelle avait disparu, et les exigences de ma sœur avaient explosé sans limite, et je n'avais plus aucune raison ni besoin d'avaler l'injustice. Il ne restait plus personne à consulter, plus de parents sur qui compter. C'est pourquoi je devais défendre cette maison de mes propres forces. Mais je n'étais plus une enfant. Je pouvais dire ce qui était négociable et ce que je ne devais jamais céder. Cette maison était l'un de ces points non négociables. Quelques jours plus tard, exactement comme je l'avais prévu, ils ont lancé une deuxième vague. Pas une attaque physique cette fois, mais une campagne plus insidieuse visant à saper ma réputation sociale. D'abord, il y a eu des appels de parents éloignés. Camille, j'ai entendu dire que la famille de ta sœur avait des problèmes, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas payer leur loyer et sont sans abri. Ta maison est vide, n'est-ce pas? Pourquoi ne les aides-tu pas un peu? Après tout, c'est ton sang. Il était clair qu'ils avaient concocté une histoire qui les arrangeait et la propageait dans la famille. J'étais la sœur cruelle et sans cœur. Ils étaient les victimes fragiles. Puis des appels silencieux anonymes ont commencé à arriver jour et nuit. Sur les réseaux sociaux, des publications moqueuses apparaissaient presque quotidiennement sur les comptes de ma sœur. Des remarques acerbes destinées à me piquer. Chaque fois que j'en voyais une, je me dépouillais de toute émotion, prenais une capture d'écran, notais la date, l'heure et l'URL, et les sauvegardais méthodiquement dans un dossier intitulé « Épreuve ». Et j'ai désactivé toutes les notifications de leur compte. Je refusais de laisser leurs paroles s'immiscer dans ma vie et contaminer mes pensées. Cela ne signifiait pas que j'avais complètement coupé la communication. J'anticipais qu'ils pourraient un jour envoyer un message qui les impliquerait de manière décisive, et je voulais être prête. Pendant ce temps, leurs appels et messages continuaient comme une tempête, mais je refusais de répondre à un seul d'entre eux. Je n'avais aucun intérêt à écouter leurs arguments. Toute possibilité de dialogue avait pris fin au moment où ils avaient détruit ma maison. Après avoir fini de construire les défenses physiques et résister à leurs attaques psychologiques, un calme étrange s'est installé sur ma maison. Des semaines ont passé dans un silence si troublant qu'il ressemblait au calme avant la tempête. Je ne croyais pas qu'ils avaient abandonné. Ils attendaient simplement que je montre une faiblesse. J'ai gardé ma garde et me suis préparé pour un autre voyage à l'étranger. Le matin de mon départ, j'ai vérifié le système de sécurité à plusieurs reprises pour m'assurer qu'il fonctionnait parfaitement. Les images étaient diffusées de manière nette sur l'application de mon téléphone. Les caméras couvraient chaque angle de la maison sans aucun angle mort. Les détecteurs de mouvement étaient réglés sur une sensibilité maximale. Emportant une légère inquiétude, j'ai de nouveau quitté le pays pour le travail. Et le jour que le destin attendait est arrivé une semaine après le début de mon voyage, en pleine nuit. C'est arrivé juste après que j'ai terminé la vérification finale des documents pour une présentation importante le lendemain dans ma chambre d'hôtel à Londres, et que je me sois enfin couché. Mon téléphone a commencé à vibrer violemment, accompagné d'une sonnerie d'alarme stridente. C'était une alerte d'urgence du plus haut niveau de l'application de sécurité que j'avais installée. Avertissement, accès non autorisé détecté à la porte du garage. Avertissement, capteur de mouvement dans le jardin déclenché. Un choc glacial m'a saisi la poitrine comme de l'eau glacée. J'ai sauté du lit, cherchant à tâtons de mes mains tremblantes pour passer l'application en mode caméra en direct. Sur l'écran, dans un monochrome infrarouge sinistre, un cauchemar se déroulait. Comme je m'y attendais, c'était ma sœur et son mari. Avec des doigts tremblants, j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Vêtus de vêtements sombres comme un couple de cambrioleurs professionnels, ils rôdaient dans mon jardin avec une lampe de poche. Ma sœur se battait avec un pied de biche contre une fenêtre tandis que son mari tirait violemment sur la porte du garage. Le microphone de haute qualité de la caméra a capté leur conversation chuchotée avec une clarté effrayante. Elle a changé les serrures, cette garce. Cette fenêtre ne s'ouvre pas non plus. Elle a mis de nouvelles serrures renforcées. Merde. Alors on n'a plus qu'à briser la vitre. Fais-le doucement. Ce n'était plus un conflit familial. Avec le pied de biche comme arme, c'était un crime malveillant prémédité. Quand ils ont visé la grande baille vitrée du salon et que ma sœur a levé le pied de biche, j'ai écrasé mon doigt sur un autre bouton de l'application. L'icône rouge vif qui activait le système d'alarme. L'instant d'après, une sirène assourdissante a hurlé depuis ma maison. Tous les projecteurs se sont allumés d'un coup, et le quartier plongé dans le noir s'est illuminé comme en plein jour. Sur la vidéo en direct,
les intrus se sont figés de panique, puis se sont dispersés comme des araignées effrayées, et tout cela a été capturé comme preuve irréfutable sur mon téléphone. Prenant une profonde inspiration, j'ai calmement composé le numéro de la brigade de gendarmerie locale qui couvrait mon quartier. Bien qu'il s'agisse d'un appel international, j'ai expliqué la situation, envoyé la vidéo enregistrée à l'adresse qu'ils m'ont donnée, et j'ai été stupéfaite de la rapidité de leur intervention. Quelques heures plus tard, alors que l'aube se levait sur Londres, le message est arrivé. Il y a 5 voitures de gendarmerie devant la maison. Mais que se passe-t-il donc? C'était ma sœur, affolée. J'ai répondu froidement, chaque mot choisi avec soin. Oh, tu n'étais pas au courant. La nuit dernière, des cambrioleurs ont essayé d'entrer chez moi. J'ai simplement signalé le fait à la gendarmerie. On vit une époque terrifiante. Tu ferais mieux de vérifier tes propres serrures aussi. Bien sûr, je savais parfaitement quelle était l'une de ces cambrioleurs. Son message n'était rien de plus qu'une tentative désespérée de nier la froide réalité de l'arrestation. J'ai immédiatement changé mes plans et réservé un vol de retour. Au moment où j'ai atterri à l'aéroport local, la nouvelle m'était déjà parvenue. Ma sœur et son mari avaient été arrêtés pour violation de domicile, tentative de dégradation de biens et entrée par effraction. L'appel venait de Maître Dubois, l'habile avocat d'affaires que j'avais engagé avant de partir. Il avait pris mon cas par intérêt personnel. Malgré le décalage horaire, je suis allé directement de l'aéroport au cabinet de Maître Dubois. Son cabinet était situé dans un emplacement de choix en centre-ville, l'atmosphère y était calme et pesante. Il a projeté ma vidéo sur un grand écran et l'a analysée avec une précision froide. C'est une preuve parfaite. Le niveau de planification ici et le fait qu'ils avaient un pied de biche font de cela bien plus qu'une querelle de famille. C'est une tentative de cambriolage aggravée en réunion. Sur le plan pénal, ils sont dans une position très faible. Puis il a tourné son regard perçant vers moi. Camille, quel est votre objectif ici? Voulez-vous les envoyer en prison, ou voulez-vous qu'ils sortent de votre vie pour de bon? La deuxième option. Ma réponse a été immédiate. Mon seul souhait est une paix complète. Je n'ai aucun intérêt à ce qu'ils soient punis ou non par la loi. Sur cette base, Maître Dubois et moi avons élaboré une stratégie d'accord à l'amiable méticuleuse. Bien sûr, en quelques jours, l'avocat de la partie adverse nous a approchés avec une proposition d'accord. S'ils obtenaient un casier judiciaire, le mari de ma sœur et son beau-père perdraient leur emploi. Leur vie serait effectivement ruinée. Quand ils ont réalisé que ni les larmes ni les menaces ne fonctionneraient, la négociation était la seule option qui leur restait. Maître Dubois m'a rapporté, presque avec incrédulité, les affirmations scandaleuses qu'ils ont faites au cours du processus. Que c'était un acte inévitable parce que j'avais manqué à mon devoir de sœur aînée de les soutenir. Que je devais les dédommager de plusieurs milliers d'euros pour de soi-disant frais de rénovation. Chaque rapport me laissait au-delà de la colère, secoué plutôt par l'impudeur de l'auto-justification humaine. Maître Dubois a démantelé chaque affirmation avec un calme chirurgical, utilisant la preuve vidéo comme notre atout inattaquable. Toute nouvelle demande déraisonnable fera échouer ces négociations. Cela signifie un procès en bonne et due forme. Et si nous en arrivons là, nous diffuserons cette vidéo. De quel côté pensez-vous que la société se rangera alors? Après des semaines de va-et-vient, ils ont finalement retiré toutes leurs exigences et ont accepté nos conditions dans leur intégralité. Par l'intermédiaire de mon avocat, je n'ai posé qu'une seule condition à l'accord. Elle n'était pas financière. À compter de ce jour, il leur est interdit toute forme de contact avec moi personnellement, mon domicile, mon lieu de travail ou mes biens. Ils ne peuvent pas non plus tenter de contacter mes amis ou collègues, que ce soit par des moyens physiques, par téléphone, par email, sur les réseaux sociaux ou par toute autre méthode concevable. Cette condition serait inscrite dans un engagement juridiquement contraignant, équivalent en puissance à une ordonnance restrictive. Et s'il la violait ne serait-ce qu'une fois, il serait redevable d'une pénalité financière colossale. Il n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Le jour de la signature, je me suis assise avec Maître Dubois dans l'imposante salle de conférence de son cabinet d'avocat. On nous a informé depuis la pièce voisine que les 4, y compris les beaux-parents de ma sœur, avaient fini de signer. Quelques minutes plus tard, à travers le couloir vitré, j'ai vu les 4 marcher la tête basse. Ma sœur a jeté un regard en arrière une fois. Dans ses yeux, j'ai cru voir une lueur de haine mêlée à la plus faible trace de larmes. Mais mon cœur était aussi calme que le fond d'un lac, imperturbable.
Le lien entre des sœurs qui avaient grandi sous le même toit avait disparu, complètement effacé. Maître Dubois a posé une épaisse pile d'engagements signés devant moi. Félicitations, Camille. Votre liberté est maintenant légalement garantie. De là, je suis allé directement au poste de gendarmerie et j'ai formellement retiré ma plainte. L'officier a demandé, vous en êtes sûr? Mais ma résolution n'a pas faibli. 6 mois ont passé depuis ce jour. Ma vie est maintenant absolument paisible. Plus d'appels anonymes, plus de visites surprises, plus de harcèlement malveillant sur les réseaux sociaux. Je n'avais jamais su à quel point la vie pouvait être reposante quand on n'a plus à se prémunir contre la malveillance de quelqu'un. La maison qui avait été endommagée a été restaurée pour être encore plus belle et fonctionnelle qu'avant. La cuisine en ruine est devenue la spacieuse cuisine avec un îlot central dont j'avais toujours rêvé. Le week-end, j'invite des amis, je cuisine pour eux dans ce nouvel espace et j'organise de petites réunions joyeuses. Au travail, peut-être renforcé par la confiance d'avoir survécu à cette épreuve, j'ai décroché des contrats encore plus importants. Tant sur le plan professionnel que privé, mon monde a retrouvé son éclat. J'ai perdu ma famille. Ou peut-être n'était-ce qu'une illusion depuis le début. En échange, j'ai retrouvé ma dignité et les rênes de ma propre vie. J'ai appris de première main que les liens du sang peuvent parfois devenir les chaînes les plus lourdes. Ce que j'ai fait était-il cruel? Étais-je égoïste et égocentrique? Certains pourraient le dire, mais je ne le regrette pas, car c'était une bataille juste et nécessaire pour protéger ma maison et ma vie.